Voilà, donc maintenant, je vais passer la parole à mes collègues pour vous présenter le concours et je vois qu'il y a effectivement des questions, donc c'est bien utile. Xavier ? Merci. Voilà, donc là, on entame la deuxième partie de cette soirée qui est vraiment axée maintenant sur le concours Crazy Machine Challenge en soi. On a vu qu'il y avait pas mal de mains levées tout à l'heure et donc des gens qui avaient déjà entendu parler du concours. Je reconnais même certaines personnes qui ont déjà participé au concours. On va, pour les autres, plutôt que de vous faire un long discours, vous montrer une petite vidéo qui explique en quelques mots le concours. Alors le Crazy Machine Challenge, c'est une compétition qui est assez sympa, qui est vraiment unique en Europe et qui consiste en fait à imaginer une réaction en chaîne la plus loufoque possible pour réaliser une tâche simple. Alors qu'est-ce qu'on entend par réaction en chaîne? Eh bien c'est un domino qui va pousser une bille, qui va détendre un ressort, qui va activer une catapulte, etc. Alors pour participer au Crazy Machine Challenge, c'est vraiment très simple. On constitue une équipe de minimum 3 personnes, on réalise la machine dans sa chambre, dans un garage, dans la classe de primaire, dans la classe de secondaire, à l'UNIF, pourquoi pas, ou entre collègues. Et on tente de relever ce défi de la façon la plus amusante et fiable possible. Alors chaque équipe imagine une tâche en lien avec le thème de la frite. Donc ça peut être remplir un cornet, ça peut être déposer de la mayonnaise sur les frites ou piquer une frite avec une fourchette. Et puis évidemment, il faut imaginer cette fameuse réaction qui va permettre de réaliser cette tâche. Ce qu'on veut au travers de nos actions, de nos différentes actions, et le Crazy Machine étant un des éléments fondamentaux, c'est promouvoir ce qu'on appelle les STEM de manière ludique, intéressante, différente d'un cours traditionnel. Le concours Crazy Machine vous permet d'innover, d'inventer, de vous amuser, d'expérimenter et en fait d'utiliser des concepts d'engineering, de physique, de sciences, de mathématiques. La force du concept Crazy Machine Challenge, c'est que chaque équipe peut se fixer son propre niveau de difficulté. Ça peut aller de la machine tout en carton à la machine d'ingénieur civil hyper high-tech. Les meilleures équipes de chaque catégorie remporteront un prix en lien avec les STEM. Bien entendu, présenter sa machine au Lotomons Expo devant plus de 2000 personnes est en soi une très belle récompense. Sous ces airs un peu loufoques, ce concours permet de stimuler la créativité, de développer la communication autour d'un projet, d'apprendre à appliquer les sciences au quotidien, d'être rigoureux. C'est vraiment une aventure scientifique et technique certainement, mais c'est aussi et surtout une aventure humaine. Ok, donc voilà. Je pense que la petite vidéo capture vraiment l'essence même du concours et on voudrait maintenant insister sur quelques points. D'abord pour juste recadrer la genèse du projet qui émane donc de l'université de Mons et de la cellule sciences et techniques au Carré en plus particulier et du data center Google de Saint-Guilain. Donc le projet vise à encourager les jeunes à se tourner et à s'intéresser aux sciences, aux techniques, à l'ingénierie, aux mathématiques, tout ce qu'on appelle les STEAM. Ce sont des compétences et des filières d'enseignement qui sont de plus en plus porteuses, aussi bien pour le développement personnel que pour les débouchés en termes d'emploi, aujourd'hui et a fortiori demain. Et on se rend compte que malheureusement, ce sont souvent des compétences sous-exploitées, des filières sous-fréquentées. Et donc, on voulait ensemble mettre en place un projet qui soit à la fois didactique et pédagogique, qui soit également ludique et qui permette aux jeunes d'expérimenter, de jouer très concrètement avec les sciences de manière différente de ce que le cadre scolaire actuel permet généralement. Et donc c'est pour ça que voilà, on s'est rencontrés sur ce projet et on en est venu sur l'initiative de Lumons à la base au niveau du concept. On en est venu à cette idée de Crazy Machine qui était vraiment pour nous un concept en or. Parce qu'il permettait un champ des possibles hyper large.
aussi bien en termes des compétences qui sont utilisées qu'en termes de public visé. On a en plus, on pense en tout cas, avoir conçu le projet de manière multidisciplinaire et multifacette. Multidisciplinaire parce que, comme on l'a dit, il y a une infinité de champs scientifiques qui peuvent se retrouver dans le concours. La physique, bien entendu, mais ça peut être de l'électricité, ça peut être de l'électronique, ça peut être de la biologie de manière limitée, et on y reviendra tout à l'heure. Et au-delà des sciences en général, il y a également l'implication des mathématiques, il y a également l'implication du français via le volet communication écrite et orale dans le concours et lors de la grande finale. Il y a aussi, au-delà des aspects multidisciplinaires, les aspects multifacettes en termes de création de la machine, en termes de travail en groupe, en termes de rédaction, de présentation, de journal de bord à maintenir, de capsules de présentation à publier en ligne, etc. Ça permet à énormément de profils différents au sein d'un groupe donné, que ce soit une classe ou non, de se retrouver, de s'épanouir au sein du projet et de se sentir valorisé par le projet. Le projet est vraiment flexible, il a été conçu comme ça, en ce sens que c'est à chaque groupe, et j'insiste encore une fois sur le fait que ces groupes peuvent être ou non des groupes scolaires. La plupart des participants l'année passée étaient inscrits avec leur classe, mais on a eu aussi des groupes d'amis, des ados et beaucoup plus vieux que des ados qui se sont lancés dans l'aventure ensemble. C'est ouvert à tout groupe, association, mouvement de jeunesse, ASBL, même une entreprise qui voudrait se lancer dans un team building un peu hors du commun pourrait tout à fait s'inscrire à ce concours. Et donc le concours permet de vraiment customiser le projet, en ce sens que c'est chaque équipe qui va se fixer son niveau de complexité. On l'a entendu tout à l'heure, la machine, donc cette réaction en chaîne doit être à la fois complexe et présenter une bonne dose d'autodérision et d'absurde. Mais c'est à chaque équipe de se fixer son niveau d'ambition et de complexité. On a des machines qui, comme on l'a vu, partent vraiment d'un niveau assimilé à du bricolage pour aller à des machines hyper léchées, hyper finies, hyper complexes en termes de procédés scientifiques impliqués. Donc c'est vraiment à chaque équipe de se fixer son niveau d'ambition et de se dire, moi, je veux faire une machine avec mon groupe sur X semaines, ou bien X mois, ou bien peut-être même X séances. On se voit 3 fois et on fait ça ensemble. Il y a toute une flexibilité, tout un champ de possibles qui est rendu possible par le concours. Et le public, du coup, peut être très large. Je pense que le concours est ouvert à partir de l'âge de la 3e primaire, donc ça fait 8-9 ans, et c'est limité, je pense qu'on a 120 ans, donc on a été assez ouvert. Les objectifs, on ne les présente plus, ils sont connus. On insiste cependant sur le travail en équipe pour pouvoir permettre à chaque participant de s'épanouir via le projet. La communication autour du projet qui n'est pas à sous-estimer non plus. Et les contraintes qui sont listées dans le règlement et qu'on pourra éventuellement parcourir s'il y a des questions, sont valables pour toutes les catégories. La seule différenciation entre les catégories 1, 2, 3 et 4, qui sont basées sur l'âge des participants, réside dans le nombre d'étapes minimum à présenter dans la Crazy Machine. Pour le reste, les contraintes en termes de intervention interdite ou acceptée, en termes de dimension, occupation de l'espace, etc., sont les mêmes pour chaque équipe. Et comme on l'a brièvement expliqué donc cette année, contrairement à ce qui s'est fait lors des 2 premières éditions, on ne va pas imposer
l'action finale, la tâche finale à réaliser. On va simplement imposer un thème pour vraiment débrider au maximum la créativité de chaque équipe. Et parce qu'on nous a déjà posé la question, on peut vous rassurer, la frite, c'est en effet à entendre comme la frite alimentaire, comme la frite de piscine, comme avoir la frite. C'est vraiment au sens très large que vous pouvez concevoir votre machine. On voulait juste reparcourir en quelques slides les avantages que vous et votre équipe pouvez tirer du projet. Comme on l'a déjà dit, l'important et même l'essentiel, c'est d'être motivé au départ. Une équipe qui n'est pas motivée va être très très difficile à tirer jusqu'au bout du projet. Et donc la motivation d'une équipe, c'est quoi? La motivation d'une équipe, c'est la motivation de son encadrant ou du capitaine. Et la motivation d'atteindre différents objectifs, forcément présenter la machine lors de la finale le 25 mars, mais aussi d'en tirer des bénéfices, des avantages, des fruits qui sont listés ici de manière non exhaustive et qui vont permettre à chacun de repartir avec un capital positif. Le but, c'est que chacun ressorte grandi de cette expérience. C'est une aventure technico-scientifique, c'est une aventure créative, c'est aussi, comme on l'a dit, une aventure humaine pour les individus et pour le groupe. Ils vont en ressortir avec une vision et une approche totalement différente, on l'espère, de la créativité, de leur créativité. Le concours leur a également permis d'expérimenter concrètement avec les sciences et les techniques. Ça aura développé leur esprit de groupe, leur faculté à travailler sur un projet en groupe, leur rigueur scientifique également, comme on l'a dit, c'est omniprésent à travers le concours. Il faut que la machine soit fiable, il va falloir affiner ces étapes pour qu'elles soient de plus en plus précises et pour que même en déplaçant la machine, les enchaînements puissent se poursuivre comme prévu. En termes de communication aussi, certaines personnes vont pouvoir se découvrir. Au départ, j'étais pas un communicant très très à l'aise, et puis on m'a demandé de prendre en charge le journal de bord, et au final, je m'en suis bien sorti. J'ai même participé à la présentation de la machine lors de la finale devant pas mal de visiteurs, etc. Donc, ce sont toutes des soft skills, comme on appelle ça, qui vont les suivre bien au-delà du concours. L'autodérision, ça rejoint le côté un peu absurde de la machine, et tout ça participe à mettre en avant les intelligences multiples. Je pense que la plupart d'entre nous sont familiers avec ce concept-là. Le but, c'est de permettre encore une fois à chacun de se réaliser à travers cette aventure. Et quelqu'un qui, comme on l'a dit tantôt, a une intelligence très pratique, très mathématique, va, on l'espère, se retrouver dans le concours. Mais quelqu'un qui a une approche beaucoup plus artistique, qui a des facultés, des affinités tout autres, pourra lui aussi se retrouver dans le concours et apporter sa pierre à l'édifice. Le rôle de parrain, le rôle d'encadrant ou le rôle de capitaine. Donc l'encadrant, c'est généralement, souvent c'est un professeur qui encadre l'équipe, mais sans faire partie de l'équipe, dans le sens où c'est l'âge des élèves et de l'élève le plus âgé, du membre de l'équipe le plus âgé, qui va déterminer la catégorie de l'équipe. Le capitaine, par contre, fait partie de l'équipe. C'est généralement le cas pour les équipes de catégorie 4, donc universitaires, 18 ans et au-delà, où là, le capitaine fait partie intégrante de l'équipe. Mais donc, dans les deux rôles, capitaine ou encadrant, on se retrouve face et au milieu d'un groupe à gérer. C'est pas évident. Encore une fois, il y a toute une panoplie d'outils qui sont à disposition. La créativité en fait partie, l'adaptabilité du concours qui permet de réaiguiller le projet initial, de le revoir à la hausse ou à la baisse en fonction de l'état d'avancement, etc. Donc il y a plein d'outils qui permettent d'arriver au final à bon port. Il y a plus de 30 équipes qui l'ont fait l'année passée. Et au-delà de ces outils, il y a aussi l'équipe des organisateurs qui se tient à la disposition des participants. Il y a le site crazymachinechallenge.com qui est disponible, qui présente le règlement et toutes les infos utiles sur le concours. Il y a aussi une section forum dans laquelle les équipes vont pouvoir poser leurs questions, s'aider entre elles
et se faire aider par les organisateurs qui peuvent apporter une précision ou l'autre. Il y a une ligne téléphonique qui va être partagée prochainement et qui vous permettra, voilà, en cas de peut-être une question technique auquel vous auriez vraiment aimé avoir eu la réponse là tout de suite, parce que ça nous permettrait d'avancer rapidement. Mais voilà, vous aurez un numéro de téléphone à disposition que vous pourrez utiliser et on fera de notre mieux pour répondre dans les meilleurs délais. Il y a une adresse mail forcément qui est disponible via le site internet. On a une page Facebook et toute une communauté qui peut être mobilisée aussi. Et comme l'a dit Maxime, parmi toute cette trousse à outils qui est à la disposition des équipes, il y aura aussi donc sans doute une demi-journée qui se fera dans le cours du mois de janvier et qui reprendra les principes de gestion de projet en groupe un peu plus détaillés et qui sera aussi axé sur l'échange d'expériences entre participants de cette année et puis aussi avec des participants qui étaient déjà présents lors des éditions précédentes. Et donc, avant d'en venir aux questions-réponses, notamment sur l'utilisation des plantes, un dernier petit reportage qui est passé sur TéléMB, la télévision locale, récemment. Vous aimez les réactions en chaîne? Vous allez adorer participer au Crazy Machine Challenge. Objectif du concours, exprimer sa créativité autour d'un thème technique et scientifique. L'objectif de ce concours, en fait, c'est de construire une réaction en chaîne. Donc par exemple des dominos qui poussent une bille, qui vont venir pousser un autre élément qui va actionner une catapulte. Et cette réaction en chaîne, elle va devoir actionner une étape finale. Bien entendu, ce qu'on attend du concours, c'est que cette réaction en chaîne soit la plus complexe et la plus farfelue possible. En fait, on fait des séances sans nécessairement s'en rendre compte, quoi. Il y a de la physique, il y a les lois de la gravité, il y a la friction, ralentir, accélérer les choses, les cadenasser, les contrôler, que ça s'enchaîne bien, ce genre de choses-là. Et donc, on fait des séances sans s'en rendre compte et c'est ça qui est bien, quoi. Pour cette 3e édition, le Crazy Machine Challenge explore un nouveau thème d'inspiration toujours belge. Après le Mannequin Piece, place à la frite. Chaque équipe va pouvoir imaginer sa tâche finale. Donc on ne l'impose pas. Chaque équipe peut dire moi c'était couper une pomme de terre, moi c'est mettre les frites dans un cornet, moi c'est mettre la mayonnaise sur les frites. Donc on essaie vraiment d'exacerber la créativité grâce à ce concours. Simplement compliqué, c'est le mot d'ordre du Crazy Machine Challenge qui s'ouvre à tous les participants. Le public cible est principalement le public scolaire. Donc on a ciblé nos catégories en fonction des tranches d'âge du primaire pour les catégories 1, secondaire inférieur pour catégorie 2, secondaire supérieur pour catégorie 3 et la catégorie 4 renferme tout ce qui est universitaire et au-delà. On a par exemple des équipes non scolaires, des équipes d'amis qui décident de se lancer ensemble dans l'aventure. Ouvert à tous donc, le concours permet aux équipes de fixer elles-mêmes leur propre niveau de difficulté. On peut envisager de faire une Crazy Machine de manière très très simple, en quelques minutes, comme celle que j'ai fait moi-même avec le matériel que j'ai rassemblé sur mon bureau. En 3 minutes, voilà, j'ai pu faire 3 ou 4 réactions. Toute la machine n'est pas là, mais c'est vraiment l'esprit qui compte. Et encore une fois, on se fixe soi-même son niveau d'ambition. Les équipes inscrites seront également guidées tout au long de l'aventure par des professionnels. On va partir sur une guidance qui sera ouverte à toutes les équipes via un forum sur le site, via une ligne téléphonique, via des appels en vidéoconférence. Outre l'aspect scientifique, le Crazy Machine Challenge emmène surtout les participants dans une aventure humaine. Tout le monde peut y trouver son compte. Il y a les gens qui sont plus intéressés par la technique, les sciences, les mathématiques ou le bricolage. Il y a des gens qui peuvent être intéressés par raconter une histoire. Votre machine, c'est raconter une histoire, c'est mieux pour tout le monde, c'est bien pour vous. Il faut pouvoir la présenter au public parce que, s'il ne faut pas oublier, on travaille en équipe, mais l'aboutissement, c'est présenter sa machine aux parents, à la famille, aux autres écoles, à 2-3 000 personnes qui vont venir visiter le jour de la finale. La finale de cette 3e édition aura lieu le 25 mars prochain au Lotomons Expo avec de nombreux prix à la clé. Rendez-vous donc sur le site crazymachinechallenge.com. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin décembre. Et on en est maintenant arrivé aux questions-réponses. Alors pour stimuler un petit peu l'enthousiasme, parce que c'est toujours les premières questions qui sont les plus difficiles à poser, il y aura un t-shirt pour les premières questions et un t-shirt qui va directement à la question posée tout à l'heure par rapport aux plantes. On en a discuté avec Maxime, en fait, avec l'ensemble de l'équipe, mais le règlement doit être pris comme
comme des règles, un peu comme les lois. Il y a l'esprit de la loi et puis il y a l'interprétation, enfin la lecture un peu à la lettre. Et nous, on veut vraiment se concentrer sur l'esprit du règlement. Pourquoi les êtres vivants avaient été interdits à la base? C'était pour éviter que des hamsters se retrouvent enfermés dans une roue pendant 8 heures le jour de la compétition. Ça, c'était au niveau purement éthique. Et puis, il y avait aussi un autre problème, mais qui, encore une fois, portait plus sur êtres vivants au sens de animaux et hommes compris. C'était qu'on ne voulait pas que l'intervention d'un animal dans la machine contrecarre le concept de réaction en chaîne. Donc la réaction en chaîne se base sur un transfert d'énergie de A vers B, en sachant que c'est A qui transmet son énergie à B, puis à C, puis à D, pour au final amener à la réalisation de la tâche finale. Et donc toute intervention humaine ou autre, une intervention électronique qui ne serait pas déclenchée par A, mais simplement par un interrupteur par exemple, ne serait pas considérée comme une étape dans les X étapes que la machine doit présenter. Ce n'était pas très clair, je pense, de ce que je viens de dire. Ce que Xavier voulait vous dire, c'est que les animaux sont interdits dans les machines pour garantir que le transfert d'énergie ne soit pas interrompu par un hamster qui tournerait de façon perpétuelle dans sa roue. Si vous voulez placer des plantes dans votre machine, oui, vous pouvez placer des plantes dans la machine sans problème, que ce soit dans la réaction ou dans la décoration, tant que ça ne va pas à l'encontre de la définition d'une étape. Si ça va à l'encontre de la définition d'une étape, votre plante ne comptera pas comme étape dans la machine. Est-ce que c'est plus clair ? Voulez-vous parler concrètement du cas qui vous intéresse ? D'accord. Alors, là, je dirais qu'a priori, non. Par rapport à tout ce dont Xavier a parlé, si on commence à mettre des animaux dans... Non. Oui. Ah, ça, vous pouvez vous inspirer du fonctionnement du vivant en général sans problème. Ça, il n'y a pas de souci tant que ça reste de l'inspiration et que c'est pas qu'il commence pas à y avoir 50 phasmes dans la machine, etc. quoi. On dit aussi qu'il faut être attentif à ce que la machine soit bon enfant. Alors je prends par exemple si vous imaginez venir, je ne sais pas moi, avec un membre de quelqu'un qui a été amputé, c'est peut-être pas super génial, même si ça peut être dans une réaction en chaîne. Ça, non, on n'est pas Halloween. Mais oui, c'est sans doute pas votre idée. Mais comme ça m'y fait penser, je me dis si d'autres ici y pensent aussi, non, on ne va pas. On doit faire attention à tout. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer plein de choses. Donc du moment que ça reste bon enfant, du moment que on est dans les transferts d'énergie de A vers B, ben je pense qu'il n'y a pas vraiment de souci. Hein. Après, si vous voulez parler de votre idée plus précisément, n'hésitez pas à nous envoyer. Vous nous envoyez un mail et comme ça on valide l'idée pour vous dire oui c'est bon, c'est dans le cadre ou non, on vous conseille pas de faire ça pour telle et telle raison. Et comme ça vous aurez votre réponse. Pour donner un simple exemple, par rapport à l'utilisation par exemple d'un petit rongeur dans la machine, alors on a un petit rongeur qui est dans un couloir très étroit, il y a une petite bille qui tombe simplement par gravité, la bille dérange le rongeur, le pousse, mais le rongeur il va bouger de lui-même et aller enclencher la prochaine réaction. Ce n'est pas le transfert d'énergie qui est poursuivi, c'est la volonté propre de l'être vivant impliqué dans la machine, et donc là, la notion de transfert d'énergie, elle est interrompue, quoi. C'est juste pour ça qu'on s'est dit, voilà, tout ce qui est animaux, pour ça, plus des raisons d'éthique, on s'est dit non. Par contre, le fait de concevoir la machine sur un principe de s'inspirer du monde vivant,
mais là, ça renforce en fait l'aspect original, raconter une histoire. Donc là, dans le classement final, vous aurez des points en plus. Donc c'est tout bénéfice qui a un sens logique dedans. On a d'autres t-shirts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne veux pas les reprendre chez moi, donc oui. À propos de l'interrupteur, il est marqué un interrupteur AC/DC et un compresseur, c'est ça? Vous avez droit à une alimentation AC/DC. Donc ce qu'on entend par une alimentation AC/DC, c'est soit du courant continu, soit du courant alternatif. Ça, c'est à vous de choisir. Mais une alimentation, ça peut être un multiprise, hein. Donc vous n'avez pas droit à une prise dans votre machine, soyons bien clairs. C'est bon. Ouais, sans problème. Après, n'oubliez pas que dans les réactions parallèles, il y a eu une actualisation du règlement cette année-ci par rapport à l'année passée. Ne sont comptabilisées que comme réactions les actions qui mènent à la tâche finale. Et n'oubliez pas non plus qu'il ne faut pas avoir nécessairement plus de réactions, puisque je ne sais pas si vous avez vu dans l'évaluation, cette année, nous n'accordons pas de points supplémentaires par étape supplémentaire par rapport au minimum imposé. D'accord ? C'est juste qu'on donne des points, enfin, non, en l'occurrence, on retire des points si le nombre d'étapes minimum n'a pas été atteint. Et donc, pour une équipe qui n'arriverait pas au bout du processus et qui aurait une machine mais qui n'a pas le nombre d'étapes minimum requis, vous pouvez tout à fait participer, hein, il n'y a pas de problème. Votre équipe sera, verra les jurys discuteront avec vous, etc. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord ? C'est juste que vous avez une pénalité de 10% sur le score total puisque vous n'avez pas atteint l'objectif, le cadre imposé par le concours. Alors, attention, ça c'est les t-shirts de l'année passée. Tout à fait. Donc, en fait, ouais. Alors, attention, attention, dans le règlement, la tâche ultime, donc la dernière tâche qu'on appelle la tâche finale de la machine, est inspectée pour vérifier si elle est originale et si elle est en adéquation avec le thème. Donc, si vous voulez partir sur une autre idée, arrangez-vous peut-être pour que cette tâche finale soit une des tâches que vous avez imaginées qui est en lien avec le thème. Ouais. Et on la considère comme étant finale. Et après, si elle n'est pas en lien avec le thème, vous n'aurez pas tous les points pour l'évaluation. Mais en effet, la dernière étape de la machine est considérée comme la tâche finale cette année. Ouais. Alors, ouais. Idéalement, il faudrait que la frite intervienne dans la dernière étape, quelle que soit sa forme. Donc, si par exemple, votre dernière étape, c'est un bonhomme qui sourit, il a la frite, c'est bon. Ok ? On peut pousser le délire très très loin, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faut pouvoir expliquer, parce que ce sera les jurés qui évalueront ça. Donc, prévoyez une explication pour les jurés. Il faut que le message passe, c'est ça. Après... Il y a des t-shirts à distribuer là. Alors, ouais. Alors, oui, idéalement, toutes les explications doivent se trouver dans la présentation.
Maintenant, on ne peut pas interdire au jury de poser des questions. Et là, oui, vous êtes tout à fait libre de répondre à ces questions. Vous n'allez pas pouvoir leur dire non, on a fait notre présentation, c'est fini. Si vous posez des questions, vous êtes invité à le faire sans problème. Et donc, si une des questions du jury, c'est oui, mais je ne comprends pas votre lien, votre tâche finale, en quoi elle est en lien avec la frite, bien entendu, vous pouvez leur répondre et leur donner une explication si elle ne se trouvait pas dans la présentation. Et tant qu'on parle de présentation, c'est un point qu'on n'a pas beaucoup abordé ici, mais dans la conception et dans la construction de votre machine, c'est hyper important de penser en termes d'agrément pour les visiteurs, pour les membres du jury. Essayez de concevoir dès le départ votre machine dans l'espace en vous posant la question, voilà, qu'est-ce que moi, visiteur, lors de la finale, ou qu'est-ce que moi, membre du jury, je vais pouvoir voir de cette machine? Parce qu'on se rend compte qu'il y a certaines machines qui sont hyper complexe, hyper absurde, hyper bien fini, avec un décor super léché, fiabilité à toute épreuve, mais la lisibilité, la visibilité de la machine n'est pas vraiment là, parce qu'elle est construite trop à l'horizontale ou trop à la verticale, ou qu'elle occupe justement trop l'espace. Les 3 mètres sur 3, comme l'a dit Maxime, sont vraiment la superficie maximale. Et tu l'as super bien dit, ce n'est pas à atteindre, voilà, c'est pas un objectif à atteindre, c'est un maximum à ne pas dépasser. Donc c'est vraiment, si la machine fait 1 sur 1 et qu'on la regarde comme ça et qu'on sait vraiment voir tout le déroulement et qu'on se dit waouh, c'est vraiment bien foutu, c'est parfait. Vous avez un espace de 3 sur 3 maximum. Pour vous donner un autre élément par rapport à ça, imaginons que pendant votre création de machine, vous vous dites, nous, on va faire une machine en L. D'accord ? Donc, 2 pans qui vont être comme ça. Dans votre création, prévoyez que le L soit plutôt orienté vers l'extérieur. Comme ça, le public verra constamment la machine, que vers l'intérieur, parce qu'alors, il y aura un pan de mur qui sera plus loin. Alors, aussi, par rapport à ça, dans l'évaluation, on a ajouté un critère sur la lisibilité de la machine. Donc cette année, ce sera quelque chose d'évalué. Je vous oublie pas, je vais arriver tout de suite. Autre élément aussi, n'oubliez pas que tout cet aspect présentation, parce qu'on a eu la question par mail, cet aspect présentation n'est pas obligatoire. Donc le minimum, entre guillemets, que vous avez à fournir pour participer au concours, c'est la machine. Si après vous vous dites le reste ne vous intéresse pas, le reste ne vous intéresse pas et vous venez présenter avec votre classe la machine, elle sera visible comme toutes les autres et vous n'avez pas le reste et c'est rien, il n'y a pas de souci. D'accord ? Donc ça c'est aussi un point important, c'est que la présentation n'est pas obligatoire. Elle est juste là pour permettre aussi aux équipes qui sont compétitrices de pouvoir s'exprimer un maximum et de grappiller des points à gauche à droite. J'avais une question tout au fond. Ouais. Eh bien, en fait, on l'avait préparé. Ouais. Voilà. Attends, si tu sais retourner avant, peut-être. Voilà, donc, concrètement, l'évaluation va se passer en 2 phases. Une phase d'homologation et une phase d'évaluation au sens propre. Alors, la phase homologation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier la liste des étapes. Donc, n'oubliez pas, vous devez nous fournir une liste d'étapes pour être homologué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, une liste d'étapes ? Vous nous écrivez sur une feuille. Alors, il y a une bille qui va pousser un domino, étape 1. Il y a le domino qui va pousser une voiture, étape 2, et ainsi de suite. D'accord ? Et cette liste sera analysée avec les homologateurs, donc les personnes qui vont venir vérifier que votre machine respecte toutes les règles, et on comptabilisera ainsi le nombre d'étapes et on vérifiera si vous avez atteint le nombre d'étapes à atteindre pour votre catégorie. Ensuite, on vérifiera tous les critères disqualifiants. Donc ça, on en a parlé dans la présentation précédente. Donc c'est pas d'explosion, pas de flamme, pas d'arc électrique, etc. Et ensuite, on vérifiera les critères pénalisants. Alors, qu'est-ce qu'on entend par critères pénalisants ? Eh bien, en fait, c'est, par exemple, votre machine est un petit peu plus grande que 3 mètres. Eh bien, là, c'est un critère pénalisant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout critère pénalisant induit une perte de points de 10%. Donc, ça veut dire que si votre machine est trop grande en longueur, en largeur, en hauteur, moins 30%. Si ça veut dire que vous n'aviez pas 10 réactions alors que vous êtes en catégorie 1, mais vous en avez 8, moins 10%. D'accord ? Donc, chaque critère pénalisant enlèvera 10% du score total. Et ensuite,
on passe à l'évaluation. Donc ça, les membres du jury vont passer avec un horaire qu'on vous communiquera en temps et en heure, et sont évalués. Donc l'aspect général est l'histoire racontée. Donc ça, c'est le travail qu'on a fait dans l'exposé précédent pour essayer de trouver une histoire que va raconter votre machine. Alors ce point-là n'est pas négligeable. C'est un des points les plus pondérés, c'est 10 points. L'utilisation d'objets détournés, donc ça c'est l'utilisation d'objets de la vie de tous les jours, donc le fait d'avoir recyclé des jouets, le fait d'avoir été chercher pas des planches en bois au bricot, mais d'avoir pris des planches qui sont peut-être un peu tordues, etc. Donc c'est vraiment essayer de recycler des objets plutôt que de consommer. La lisibilité et la visibilité de la machine, c'est le point dont on parlait précédemment. Donc c'est est-ce que pour le jury et pour le public, la machine est bien visible, les réactions se passent bien. Alors, au niveau de la vitesse des réactions aussi, est-ce que toutes les réactions se passent comme ça, ou est-ce qu'alors ça prend vraiment son temps, il y a des choses qui ralentissent peut-être parfois pour que le public puisse se rendre compte d'où on en est dans la machine, etc. L'exécution de la tâche finale. Donc là, est-ce que votre machine exécute une tâche finale? On entend par tâche finale la dernière tâche de la machine qui, a priori, est définie comme étant en lien avec le thème de la frite. Donc essayez de faire en sorte que votre dernière étape ait toujours un petit clin d'œil au thème de la frite. L'exécution de la tâche finale ne peut pas être actionnée par un être humain. Donc si l'action, donc la réaction avant la tâche finale ne s'exécute pas toute seule, votre tâche finale n'est pas validée. D'accord ? Ça doit être la machine qui exécute la tâche finale. Vous ne pouvez pas dire « Ah, ma machine là a planté, je vais baisser la machette pour couper le crin du doudou ». Ça ne marche pas. Ce n'est pas une exécution. L'originalité et l'adéquation avec le thème. Donc, est-ce que votre machine, d'une part, est originale et est-ce qu'elle est en lien avec le thème? Parce que si vous commencez à faire des poissons rouges partout sur votre machine, mais que vous n'expliquez pas que en fait, les poissons, c'est des poissons frites, je ne sais pas, eh bien, il n'y a pas de lien avec le thème. D'accord ? Alors, ensuite, les interventions. Donc, en fait, vous avez 10 points, et par intervention, ça vous enlève 1 point. Donc, ça veut dire que si vous faites 3 interventions, vous n'aurez plus que 7 points plutôt que les 10. D'accord? Donc, c'est... Oui? Alors, a priori, oui, il perd 2 points. Parce que c'est une intervention sur une étape. La répétitivité des enchaînements, atteindre 10 enchaînements, en fait, c'est très facile. Hein. Bi, voiture, domino, bi, voiture, domino, bi, voiture, domino, bi, on y est. On a 10 enchaînements. Par contre, au niveau de l'originalité, c'est pas super. C'est ça l'originalité. Donc, est-ce que les réactions sont très diversifiées? Est-ce que on retrouve jamais la même réaction dans toute la machine, etc. Alors, ce critère, ben, vous voyez que par exemple, pour les catégories de primaire, il est évalué de la même façon, mais il est plus facile à atteindre. Les catégories de primaire ont 10 réactions à faire, les catégories 4 ont 25 réactions à faire. Donc, l'originalité est plus difficile à atteindre dans 25 réactions que dans la répétitivité, pardon. L'originalité, là, c'est est-ce qu'il y a une réaction qu'on a vue nulle part ailleurs? Est-ce que cette réaction-là, quand on la voit, on fait waouh, impressionnant. Ça, c'est l'originalité. L'originalité des enchaînements, ça peut jouer parfois que sur un seul enchaînement. Hein. Il suffit d'un seul enchaînement pour se dire waouh, c'est incroyable. Le journal de bord. Alors, le journal de bord, il sera évalué, et j'ai oublié de le noter sur... Je pense que c'est 3 et 3, donc 6 points. Je pense que c'est 6 points. Donc, 3 points pour la forme, 3 points pour le fond. Et même chose pour la présentation orale, 3 points pour la forme, 3 points pour le fond, à vérifier. Je suis pratiquement sûr de ce que je dis, mais à vérifier. Oui, on a réfléchi aussi beaucoup de notre côté à comment améliorer l'expérience, aussi bien pour les équipes que pour les visiteurs. Là, on s'est concentré essentiellement sur le concours, le règlement, etc. On est encore en cours de réflexion sur ce point-là. On va essayer d'établir un petit peu d'équilibre entre les différentes équipes, parce que les moyens mis à disposition sont pas forcément les mêmes et le volume sonore est clairement pas le même. Et du coup, voilà, aussi bien au niveau de l'agencement de l'espace,
qu'au niveau des outils techniques utilisés, on va faire le maximum pour que chaque équipe puisse se mettre en avant correctement sans aller empiéter sur ni le temps ni la zone de confort des autres équipes, quoi. Donc ça pourrait passer par des directives de notre part au niveau du matériel utilisé ou du volume sonore utilisé lors des présentations, quoi. Oui, mais là c'est vraiment en cours là. Pour vous dire, une idée qu'on a eue, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'achète pas, si on a 50 équipes, pourquoi est-ce qu'on n'achète pas 50 porte-voix, des porte-voix mécaniques, des bêtes entonnoirs, et chaque équipe se présente avec ça, tout le monde sera audible, sans pour autant porter au-delà du périmètre nécessaire pour le public, quoi. Donc on a pensé à ce truc-là. Est-ce que ça va prendre cette forme-là ou pas? Donc peut-être que chaque équipe pourra au final venir avec sa radio, mais il faudra à ce moment-là trouver une manière de délimiter le nombre de décibels, etc. Donc voilà, c'est encore en cours. Oui, c'est le mot magique. Non, c'est toi qui l'as dit. Non, en fait, tu vois. Le système de parrainage, en fait, c'était donc un système en place lors des 2 premières éditions. On avait des volontaires aussi bien de l'équipe de Lumons que de l'équipe de Google qui avaient accepté d'aller passer quelques heures, et pour certains de très nombreuses heures, avec une voire plusieurs équipes, pour certains parrains et certaines marraines. Ça a eu des retombées, un impact positif sur les équipes. Le problème auquel on est confronté, c'est tout simplement qu'on ne peut pas assurer ce service, entre guillemets, pour toutes les équipes. Pour une raison de nombre, et avant tout pour une raison de couverture géographique. On s'est rendu compte l'année passée, on a déjà eu des écoles, une école en tout cas de la région de Neuchâtel, des écoles de la région de Namur, sur Bruxelles, etc. C'est nettement plus compliqué pour nous de mettre un parrain ou une marraine sur le coup quand l'école se trouve, ou que l'équipe en tout cas se trouve à 150 km de Mons. Donc voilà, on s'est dit par équité envers les équipes, ce système-là va être abandonné et remplacé par le système de forum, d'assistance téléphonique en vidéoconférence et par mail. Donc le support reste là, mais il prend une forme différente pour pouvoir garantir sa disponibilité pour tous les participants. Et d'autant plus qu'il sera en fait plus équitable, puisque ce sera plus ou moins toujours le même groupe de personnes qui répondront aux appels, qu'ils soient téléphoniques ou par vidéoconférence, que quand il y avait une équipe de 25 parrains, les 25 parrains ne s'investissaient pas nécessairement de la même façon dans leur équipe, donc il y avait une certaine disproportion entre l'investissement de certains par rapport à d'autres. Vous avez une question? Dites-moi. Allez-y. Oui, il y a une durée maximale. Il y a une durée maximale qui est spécifiée dans le règlement. Et de tête, c'est donc par catégorie, dans l'ordre 2 minutes, 2 minutes 15, 2 minutes 30, 3 minutes. Ouais. Vous réglez ça en dehors. Oui. Dites-moi. Si on veut utiliser un minuteur électrique, est-ce que c'est considéré comme une étape ou... Alors, le problème du minuteur, c'est que, comme son nom l'indique, a priori, il va exécuter quelque chose à un moment donné. Et donc, il n'y aura pas d'action avant ce minuteur. Donc, pour l'interrupteur, il n'y a pas de souci, puisqu'il y a quelque chose qui vient l'actionner. Pour le minuteur, comme rien ne vient l'actionner avant, a priori, je dirais que ça ne compte pas comme étape. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas mettre un minuteur. Ça veut juste dire que quand vous comptez vos étapes, ne comptez pas le minuteur comme une étape. Après, pour tout ce qui est originalité et répétitivité, ça va compter dedans. Donc, le minuteur peut être utilisé, mais sachez qu'il ne sera pas validé comme une étape a priori. L'interrupteur et ce qui serait actionné, mais il permettrait juste de distendre le temps. Ça ne veut pas dire que c'est une étape. Non, ça ne veut pas dire que c'est une étape.
parlait aussi de faire attention à tout ce qui est, quand on prépare le projet, de dire il faut savoir le transporter ou quoi que ce soit. Ici, c'est la première fois qu'on le fait. Quand on arrive ici, est-ce qu'on peut se dire, moi, j'ai de la place chez moi, je le mets dans ma remorque, je commence à le monter. Est-ce qu'ici, on sait l'apporter facilement chez vous Alors, ça se fait dans, je ne sais pas si vous voyez l'Automons Expo à Mons ou pas, c'est un grand hall d'exposition, un hall de tennis énorme. Il y a des portes camions qui font, à mon avis, 3 mètres de haut. Le transport est à assurer par les équipes. Après, une fois que vous arrivez sur place, vous pouvez, pour les camionnettes de gabarit normal, rentrer même dans le hall des expositions et aller déposer directement sur votre stand. Et sur votre stand, vous aurez, sans doute comme l'année passée, des tables à disposition et un accès avec une prise électrique, quoi. Donc au niveau accès, voilà, si vous savez le transporter, accéder au site, ce ne devrait pas être un souci. Alors vous, donc, est-ce qu'on peut recharger la machine? Et monsieur parlait d'un glaçon, par exemple, qui intervient dans les réactions en chaîne et qu'il va falloir remplacer une fois qu'il est fondu. Oui, tout à fait. Toutes les machines doivent se recharger. Même les machines les plus rudimentaires qui font appel à la gravité, à un moment donné, faut aller remettre la bille tout en haut, quoi. Le temps de recharge ou de réinitialisation de la machine est par contre limité. En fonction de votre catégorie, non, c'est le même pour tout le monde. 10 minutes pour tout le monde. Il y a un nombre de, je pense que c'est 3 ou 4 intervenants sur 3 personnes qui peuvent intervenir sur la machine, et en 10 minutes, ces 3 personnes doivent être capables de réinitialiser l'ensemble des réactions en chaîne pour que la machine puisse reprendre une nouvelle démonstration. Mais oui, recharger, c'est nécessaire, tout à fait. Donc, juste si je peux ajouter quelque chose, si vous utilisez un glaçon dans votre machine, hypothétiquement, n'oubliez pas que le temps de réaction est limité par contre, lui. Donc ça veut dire que si votre glaçon prend 2 minutes pour fondre alors que vous avez 2 minutes 15 secondes pour tout le reste, ça va être un peu délicat. Il faut le garder à l'esprit. Ouais, dites-moi. Oui, tout à fait. La première action n'est pas considérée comme une action. Vous venez pousser la voiture, par exemple, vous venez pousser le dominon, ce n'est pas une étape. D'accord ? Vous devez avoir les droits d'auteur de l'image. Donc on indique dans le règlement que vous êtes responsable de l'utilisation de tout matériel média, et donc il vous est tenu de vérifier que vous disposez bien des droits d'auteur. Alors juste avant, je pense que... Non, c'est fini. Ouais, dites-moi. Ouais. Ouais. Alors... C'est vrai que je voulais réagir à ça, et le règlement a bien été conçu pour ça. Donc ce n'est pas l'âge des participants qui définit leur catégorie, mais bien leur degré scolaire. Donc si vous avez des élèves qui sont en 6e primaire, ils sont considérés en catégorie 1, quel que soit leur âge. D'accord ? Par pitié, dans les écoles, ne faites pas tripler des gens pour les garder le plus longtemps possible. Ça s'applique pour les groupes scolaires. Si le groupe est non scolaire, là, à ce moment-là, c'est l'âge des participants qui jouent, quoi. Non, toujours réto. C'est le degré scolaire. C'est tout le temps le degré scolaire. C'est indiqué, clairement. Autant pour moi. Alors, le seul entorse au niveau du degré scolaire, c'est pour la catégorie 4. Alors là, je vais reprendre un exemple concret. Imaginons, vous êtes prof, vous encadrez une classe de primaire. Donc, a priori, vous êtes encadrant et donc ils sont en catégorie 1. Les élèves vous disent « Ouais, mais monsieur, ce serait vraiment bien que vous participiez avec nous, devenez notre capitaine, participez activement à la machine. » Vous passez en catégorie 4. Voilà la différence, d'accord ? Donc, vraiment, c'est par rapport au niveau scolaire. Et on a eu le cas l'année passée, on a eu une équipe de 5e secondaire, si je me souviens bien, qui ont demandé à leur professeur d'être un membre actif de l'équipe, et donc ils sont passés en catégorie 4.
Voilà. Et donc le degré scolaire compte pour les 3 premières catégories, et après en fait on tombe dans la catégorie 4 automatiquement. Alors, là, ça devient compliqué. Non, il n'y a pas de souci. Alors, nous, on ne peut pas contrôler ce qui se passe dans les établissements. Donc si un établissement décide pour la créativité de faire appel à des 6e secondaires, alors qu'après la réalisation, c'est des 3e primaires, ben voilà, nous, on ne peut voir que c'est que les 3e primaires qui l'ont fait. Donc, je vais dire, il faut que ce soit le public qui, ce jour-là, soit présent et travaille. Après, je vais dire, ça fait partie du fair play. Et vous en faites ce que vous voulez, quoi. On pourrait avoir aussi un encadrant qui fait toute la machine lui-même et puis qui arrive avec ses élèves et qui les laisse présenter la machine. Et... Ouais. On pourrait même pousser le délire plus loin et dire c'est une classe par exemple de 6e primaire avec une classe de première secondaire qui réalise la machine, que ce soit au niveau imagination, création, conception, et là alors ils font partie de la catégorie des premières secondaires. Ouais, non, là, d'accord. Allez-y. Mm-hmm. Ouais. Ouais, donc on spécifie dans le règlement que vous pouvez faire ce que vous voulez pendant votre temps de run. Donc si pendant les 15 minutes ou les 30 minutes qui vous seront allouées, on ne sait pas encore le temps qu'une équipe aura, vous vous dites on va lancer 6 fois la machine, on va faire 3 fois la présentation, il n'y a pas de souci. Si vous vous dites j'ai une partie de présentation, puis on lance la machine, puis c'est la fin de présentation, oui c'est permis, juste indiquez-le au jury pour qu'il soit bien conscient que votre présentation s'arrête, que c'est le run de la machine et que votre présentation recommence pour vérifier que vous êtes bien dans l'intervalle de temps. Ça va ? Oui. 3 minutes. 3 élèves, pardon. Ouais. Non. Le prof, donc l'encadrant, pour la catégorie 1, 2, 3, le prof est qualifié d'encadrant, donc c'est une personne qui, a priori, n'intervient pas jamais. On est bien conscient que dans les classes, c'est pas le cas et il n'y a pas de souci. Mais le jour de la compétition, par contre, on est extrêmement attentif à ce que le prof n'intervienne pas sur la machine. Donc, que les élèves soient autonomes sur la remise en route de la machine. Alors, cela ça sera vérifié objectivement, on ne peut pas le vérifier tout le long du concours. Hein. Donc, cela ne sera vérifié que durant l'homologation. Donc, ça veut dire que durant l'homologation, on va demander d'exécuter un run, donc une mise en marche de la machine, pour vérifier le temps. Et une fois que cette machine arrive au bout, on va indiquer aux personnes qu'elles ont 10 minutes pour remettre en marche leur machine. Et là, on vérifiera bien entendu que le prof n'intervient pas. D'accord ? C'était clair comme... Super. Ouais. Ouais. Non, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de nombre maximum par équipe. Par contre, sachez quand même qu'en termes de prix, donc pour les prix, si votre équipe gagne, nous ne finançons que 25 élèves. D'accord ? Donc après, c'est à vous de trouver le complément. Mais pour les prix de catégorie, nous ne finançons que 25 élèves. Après, il y a les prix hors catégorie, et là, on n'a pas nécessairement prise dessus. Donc là, on laisse les personnes qui gèrent ces prix-là choisir ce qu'elles choisissent de faire. Alors, les prix, on les a indiqués sur Facebook. On les a indiqués sur Facebook. Donc, pour la catégorie 1, si je me souviens bien, cette année, c'est la Maison des Maths, pour toute la classe. Pour la catégorie 2
Et la catégorie 3, c'est au choix soit un voyage en lien avec les STEM, donc Cité des Sciences, Eurospace Center, etc. Ou alors équiper un espèce de mini Fab Lab pour l'école. Donc une imprimante 3D, une petite découpeuse laser et la formation qui va avec pour utiliser les outils. Et pour la catégorie 4, a priori, ce sera, comme ça fonctionne bien, ce sera aussi avec l'Eurospace Center. Pardon ? Non, c'est pas vous vous pointez à l'Eurospace Center, c'est vraiment quelque chose sur mesure, avec un repas, etc. Ce sera mission. Là, c'est pour le groupe de l'année passée qui a gagné ça, donc eux voulaient participer avec leurs enfants, parce que les enfants avaient aussi participé à la machine. Et donc, ce sera la mission Ariane, avec un coach qui leur est propre toute la journée, et après une séance de planétarium et une visite de l'expo qu'ils ont pour l'instant avec le coach. Voilà. Alors, de toute façon, la conférence a été filmée, donc tout sera en ligne et vous pourrez la revoir autant de fois que vous voulez. Ouais, dites-moi. Non ? D'accord. Ouais. Alors, tant que la chaleur active le transfert d'énergie, oui, on le considère comme un transfert d'énergie. Si maintenant on se rend compte que votre Arduino actionne tout le temps la vanne alors que ça ne chauffe pas, ben voilà. Et en prime, vous avez triché, donc moins 10%. Alors, a priori, non. Comme on le disait, le système de parrainage a été arrêté. Maintenant, vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez nous appeler, etc. Si, à titre exceptionnel, si vraiment vous avez une très très grande inquiétude, on peut se voir. Mais c'est vraiment un titre exceptionnel. C'est vraiment... Parce que si on commence à dire oui, on peut se voir, etc., le jour où on aura 200 équipes, parce qu'on va les avoir, n'est-ce pas Xavier? Oui. Donc, après, on est tout à fait ouvert aux vidéoconférences. Donc, si vous voulez faire une vidéoconférence pour nous montrer des choses, si vous voulez nous envoyer des dessins, si vous voulez nous envoyer des photos de votre machine pour dire là, j'ai un problème, qu'est-ce que je peux faire? On peut le faire. Il n'y a pas de souci. On évite juste au maximum l'intervention humaine sur place. C'est un secret. Le nombre d'équipes inscrites sera donné à la fin des inscriptions. Le 15 décembre. Ouais. Oui, un encadrant peut suivre plusieurs équipes sans problème. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parfois, c'est plus simple que quand on a des grands groupes, c'est plus simple de diviser en deux. Oui, tout à fait. Pas nécessairement. Alors, n'oubliez pas que dans le règlement, il est indiqué que pour la visibilité de la machine, vous aurez 2 faces visibles. Donc, après la disposition, on respectera ces 2 faces, mais on ne sait pas encore vous dire comment on le fera. Vous voulez une surélévation ? Ben, l'année passée, on a proposé, on a eu l'idée, on l'a pas vraiment. On a proposé que les équipes puissent avoir des tables pour faire reposer leur machine plus haut. On peut le reproposer cette année. Par contre, les praticables, on a réfléchi à l'idée et on trouve que c'est pas une bonne idée parce que les praticables, dès qu'on monte dessus, ça bouge dans tous les sens et donc votre machine, elle va foirer, quoi. Voilà. Donc, mais oui, il y aura des tables à disposition pour les équipes pour pouvoir surélever leur machine s'ils le souhaitent. N'oubliez pas que si vous avez une machine de 2 mètres et que vous la surélevez d'1 mètre, elle est à 3 mètres. Il n'y a pas de souci pour les dimensions. Mais par contre, pour la visibilité de la machine, 3 mètres, c'est pas top. Non. Oui, mais s'il surélève d'1 mètre avec les tables, ça va? On aurait encore des questions? Pas du tout. Ouais. Ah. Excellent.
excellente idée. Je ne sais pas vous, mais moi, ça commence à gargouiller. Et j'ai vu qu'il y avait des bonnes choses, donc j'ai encore plus faim. Donc, ce que je veux faire absolument, tant que tout le monde est encore un peu attentif, et que je n'ai pas la bouche pleine, c'est de remercier les partenaires sans qui tout ça n'est pas possible. Hein. Donc, vous avez bien compris que c'est une organisation qui est vraiment soutenue par Google et par l'Université de Mons, ça c'est évident, puisqu'on est là. Mais il y a également le PASS. Si on est au PASS aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est aussi un partenaire important. Il y a également la Maison des Maths, dont on a un représentant ici, qui offre des prix, etc., et qui est hyper actif dans tout ce qu'on fait, je dois dire, avec qui on collabore énormément, forcément, hein, les STEM, ça leur parle aussi. Il y a également Teach for Belgium qui nous rejoint, donc là on est très très content aussi, hein, c'est un petit peu la recherche d'enseigner autrement, tout ça c'est très très important à notre époque, et ça colle très bien avec le Crazy Machine Challenge. Et alors on a également pas mal d'échanges pour l'instant, et on s'en réjouit vraiment avec les équipes qui tournent autour de ce qu'on appelle le pacte d'excellence. Hein. Vous n'avez pas, c'est pas possible que vous n'ayez pas entendu parler de ça au niveau des réformes de l'enseignement secondaire. Hein. Et donc là, on discute avec eux aussi. Et visiblement, ils ont vu un intérêt dans ce projet, pour tous les aspects, notamment polytechnique. Donc, on ne peut que s'en réjouir. J'espère que ça vous encourage aussi, soit en tant que parents, en tant que jeunes, en tant qu'enseignants, en tant que directeurs, pour soutenir des équipes ou en créer vous-même, pour développer tout ce côté à la fois créativité, vous l'avez compris, c'est important, et également le côté projet et aspect polytechnique, avec y compris tout l'aspect théâtral de l'opération. Voilà, j'espère avoir oublié personne. De toute façon, on fera la liste des partenaires sur le site internet, on la met à jour régulièrement, et on est vraiment très très heureux de voir que ce projet fédère, c'est ce qu'on veut en fait. Je vous propose maintenant d'aller manger un petit morceau et se désaltérer.